Si vous aimez la science, l'archéologie, le graphisme et la photographie, vous serez sûrement curieux de découvrir le travail de Pierrus, brézographe. Avec lui, nous parlerons aujourd'hui de photographie et de marché de l'art. Cénart vous souhaite une bonne écoute. Bonjour chers adhérents, bonjour Pierre, ou devrais-je dire Pierrus. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Cénart, nous sommes ravis de t'accueillir. Je suis ravi également, c'est une grande première pour moi d'être interviewé. Alors Pierre, tu es photographe, en tout cas tu es créatif parce que tu touches à différents médiums. Et aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur tes œuvres photographiques, enfin en tout cas ce que tu fais avec tes photos. Concernant ton parcours, alors tu t'es formé à l'école MJM à Rennes. Tout à fait. C'est une école de graphic design, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Moi j'étais en filiale de photographie là-bas. Et après il y a eu plusieurs formations qui sont intervenues au cours des années qui ont suivi. Mais ma formation initiale de base dans ce métier, c'est la photographie à la MJM de Rennes. Voilà. Très bien. Et donc après cette MJM, tu as commencé une carrière en photographie automobile en 2006. Tout à fait, sur le circuit de l'OEAC, puisque c'était souvent des journées club, comme on dit, où les gens viennent piloter des véhicules. Donc on faisait ce qu'on appelle du filmage, c'est-à-dire qu'on photographie les gens au volant de la voiture qui sont venus piloter et on leur propose à l'avance le cliché à l'issue de la journée. Bien, et par la suite, tu t'es installé à Nantes et tu as pu collaborer avec des groupes de musique, mais aussi avec des caves et brasseries. Alors oui, ça a été compliqué puisqu'en fait tout est parti d'une rencontre au Festival Interceltique de Lorient, puisque je suis originaire de Lorient à la base. Et donc c'est un groupe que je connaissais de Lorient qui était basé à Nantes. Et je suis tombé dans ce qu'on appelle le chaudron nantais. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à collaborer avec différents groupes, à faire des photos pour leurs albums notamment, les suivre en concert, tout en travaillant en parallèle avec d'autres institutions nantaises et en diversifiant en fait ma création jusqu'en 2010 où j'ai également intégré le graphisme et la conception web en plus de la photographie puisqu'on était au moment charnière où le numérique commençait vraiment à supplanter l'argentique, donc il fallait diversifier si on voulait survivre. Tu as pu travailler avec différents organismes, notamment la Cité des Congrès de Nantes. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de tes collaborations ? Alors ça a été assez compliqué puisque je suis quelqu'un d'entier, donc c'est des collaborations. Quand on parle de collaboration, on peut aussi parler de friction. Parce que quand on est un indépendant qui débarque dans une grande institution, on nous demande de nous plier à pas mal de choses, mais on n'a pas forcément non plus envie de se plier à pas mal de choses. Donc il y a de la friction qui se fait, mais ça a été une expérience très très enrichissante, notamment dans le cadre du festival Tissé Métis, dont j'avais collaboré à la vidéo des 20 ans, qui a été projetée pour les 20 ans, justement, où je collaborais pour faire des time-lapse, des vidéos accélérées, puisqu'on était au début de ces vidéos-là. Et ça a donné lieu à de belles frictions, mais aussi de belles réalisations. Voilà. Ensuite, après tout ça, donc, tu as fait une pause entre 2016 et 2021. Voilà. Aujourd'hui, tu as repris donc, les expositions. Tu as également fait un livre sur les ports de Bretagne. Alors, c'est le livre qui m'a amené à exposer. J'avais exposé à l'époque, c'était avant d'entrer à la MJM, où j'exposais dans les bars du Pays de Lorient, enfin voilà, des trucs qui cassaient pas trois pattes à un canard, mais depuis, j'avais tout gardé, c'était mon jardin. Tout ça, toutes ces photos nocturnes, tout cet univers de la nuit était mon jardin secret à moi, que je gardais précieusement. En 2019, j'ai commencé, après avoir fait un break, j'ai voulu me remettre, j'ai voulu lancer un service de tirage argentique à partir de photos numériques. Malheureusement, il y a eu les confinements, donc il a fallu rebondir. Et ce projet de livre, en fait, j'avais l'idée depuis 2005. C'est parti d'un délire, un soir avec un copain, où on a pris les appareils photo, la voiture, et on est parti de Lorient pour aller jusqu'à la pointe du Raz, et on a fait plein de ports. Et je me suis dit ce jour-là, mais il y a quelque chose à faire. Et après, ayant travaillé pendant presque 10 ans sur Nantes, on m'avait beaucoup parlé du canal de Nantes à Brest, j'étais un peu sceptique là-dessus. Bon, c'est très joli, hein, mais venant de la côte, je me suis dit, on parle que de ça, donc on va faire quelque chose entre Nantes à Brest, mais en passant par les ports, justement. D'accord. Et c'est ce qui a donné naissance à ce livre-là. J'ai eu la chance d'avoir une commande qui tournait autour des ports de nuit
au moment où il y avait les confinements, ce qui m'a permis d'avoir les dérogations nécessaires pour partir la nuit, faire des photos. Donc je m'ajoutais quelques petits ports par-ci par-là pendant les nuits de photos. Et j'ai conçu ce livre-là pendant les nuits justement de confinement, puisque en journée j'étais papa au foyer. Voilà. Et sortant le livre, ça m'a amené à reprendre les expositions, parce que j'avais pris un peu de confiance. Et au-delà de la confiance, c'est le fait d'avoir travaillé sur des textes historiques. Je voulais faire connaître l'histoire des ports, donc l'image devenait un peu secondaire. Donc j'étais moins dans la perte de confiance par rapport à l'image, parce que je savais que le contenu au niveau de l'écriture, même s'il y a quelques coquilles, c'est mon premier livre et j'ai tout fait tout seul, sans correcteur, sans rien, le contenu était béton et apportait quelque chose de nouveau. Je parle de l'évolution des ports. Je ne suis pas en train de dire venez à tel port, c'est joli à droite, vous verrez à gauche, il y a ça. C'était vraiment une conception historique. Voilà, avec un aspect technique dans l'évolution du lieu pour trouver les origines vraiment jusqu'à nos jours. Donc documentaire même. Voilà, c'est documentaire, puisque à la fin du livre, on peut d'ailleurs retrouver toutes les sources documentaires. J'ai également lu des rapports archéologiques, parce que je voulais voir si on avait trouvé des choses. D'accord. Donc, et en plus, on a la chance en France de disposer d'un certain nombre d'archives en libre accès, chose dont on ne parle pas assez, notamment les sites de l'Inventaire du patrimoine, les sites de la Bibliothèque nationale de France, de la DRAC. On a accès à une quantité d'informations qui est énorme, gratuitement, sans avoir à payer des podcasts, des abonnements ou des machins. C'est libre d'accès, et ça c'est triste d'ailleurs qu'on n'en parle pas plus, parce que moi j'ai pu faire un livre entier pendant le confinement grâce à tout ça. Puis j'ai quand même commandé 2 ou 3 ouvrages à côté pour compléter, mais les aspects vraiment purement techniques, de fouilles, de machins, de présence humaine à tel ou tel endroit, j'ai pu le faire grâce à ces ressources archéologiques, historiques, voilà. Tu fais aussi autre chose que des photographies documentaires. Tu as un site donc nommé Pyrrhus Brésographe où tu exposes tes créations. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton style, de ton univers photographique ? Alors, comme je mets sur mon site, c'est bienvenue dans le monde à Pyrrhus. Voilà, il y a un côté naïf là-dedans aussi, que je veux maintenir, parce que la création doit garder une part de naïveté. Donc oui, il y a plusieurs aspects. Il n'y a pas que la photographie documentaire, et c'est vrai que la photo de nuit apporte quelque chose de très artistique aussi d'un certain côté, avec ses lumières, ses contrastes qui sont changeants, même par pleine lune, où on a des choses complètement fantasmagoriques. Et de fil en aiguille, c'est vrai que j'ai travaillé des temps de pause de plus en plus longs. On peut avoir la rotation de la Terre qui s'imprime grâce au trait des étoiles sur un temps de pause qui va durer 20 minutes. Et là, on va plus être dans la création que dans la documentation du lieu. C'est vrai que sur ce site-là, j'expose beaucoup plus de choses, et à commencer par les visions qui sont justement des dérivés de ces photos créatives, on va dire. Et où là, j'utilise un stylet, parce que il faut bien comprendre qu'en photographie, je reste très vieux jeu. C'est-à-dire que pour moi, une photographie, c'est pas un HDR, c'est pas un panorama assemblé, c'est un shoot qu'on ne recadre pas et dont on fait luminosité-contraste après avoir fait un développement qu'on jugeait approprié. On respecte l'image. Après, je n'ai pas à juger ce que font les autres, parce qu'il y a des très belles choses qui sont faites sans respecter ces règles-là. Moi, ce sont les règles que je m'impose. Un shoot, pas de recadrage, et on fait juste luminosité-contraste. On ne touche pas à la saturation, les machins. On fait sa balance des blancs, c'est ce qui est normal, comme on pouvait utiliser un film tungstène à l'époque quand on photographiait la nuit en ville. Mais c'est la seule chose qui va toucher aux couleurs. Donc là, les visions, c'est complètement autre chose, je me permets des choses. Donc là, j'ai pris un stylet un soir, et puis j'ai commencé à déformer l'image, à faire des petites formes. J'ai commencé à faire ça de manière un peu globale, et puis je me suis dit, bon, c'est un peu léger, on va essayer de plonger un peu plus dans l'image. Et j'ai agrandi mon image à 200%. Et c'est là que j'ai commencé à faire des sortes de petits 8, des petits ronds, un peu à la manière des techniques du bic de Giacometti. D'accord. Et à déformer la texture en fonction justement de ce que j'avais devant mon nez. Et petit à petit, en agrandissant le pinceau numérique en fait, on déforme de plus en plus la texture,
Et là, on passe de l'impressionnisme au surréalisme. Et donc, on a un mélange des styles qui se fait. Et c'est comme ça que j'ai travaillé vraiment sur les visions en m'inspirant un peu de ce qui avait été fait de l'impressionnisme, mais avec la touche de surréalisme que j'ai toujours adoré et qui donne ces formes un peu déformées, qui touche un petit peu aussi au graphe, parce qu'avec les coins élancés. Donc c'est un mix de toutes les influences que j'ai pu avoir dans ma vie. On peut trouver aussi les visions sur ce site-là, qui sont des sortes de mises en abîme avec... pas les visions, pardon. Au-delà des visions, ce sont les si proches, si loin, voilà, qui sont des sortes de mises en abîme où je découpe une part d'image et je la mets dans une sorte de perspective pour créer un effet dans l'image. Tout est sujet à création, en fait. Là, je parle juste des images, mais on peut parler de la sculpture, on peut parler de la physique-chimie, parce qu'on peut créer à partir de la physique-chimie. Et quand tu dis que voilà, tout est sujet à création, eh bien toi, où est-ce que tu trouves cette inspiration? Quelles sont tes références? Elles sont vastes, puisque comme j'ai eu l'occasion de connaître différents domaines, déjà, je pense qu'une de mes sources d'inspiration, c'est la science. Ça, c'est quelque chose qui me fascine, parce que beaucoup de choses qu'on n'imagine même pas existent déjà dans la nature à l'état réel. Pourquoi les imaginer ? À partir de ce qu'on sait de la science, on peut justement générer des choses. Je vais parler d'une expérience justement que je me suis amusé à faire. Je m'amusais avec un de mes enfants à faire les coffrets de cristaux en poudre, là, on mélange avec de l'eau et on fait pousser des cristaux. Et dans ma tête, je fais « Oh, on a ramassé des coquillages l'été dernier, on les a lavés, ils sont tout beaux, tout propres. Le support est une base calcaire qui va permettre aux petits cristaux d'accrocher pour faire un nucléus et développer des cristaux autour. » Donc à partir de là, j'ai commencé à plonger des coquillages dans un bain pour faire des cristaux. Et ça a donné des résultats assez surprenants. C'est assez fascinant. Je ne sais pas si c'est de l'art, je ne sais pas... mais en tout cas, créativement parlant, je trouve ça génial. Je trouve que la science, en l'occurrence, cette inspiration, je trouve que ça résume bien tout ton travail créatif. C'est vrai que je me base pour la photo déjà, à la base, prendre un long temps de pause, c'est prouver certaines choses, prouver que la Terre tourne, J'ai eu un commentaire, il n'y a pas plus tard que 3 jours, sur une de mes photos sur Instagram. Je me suis amusé sur la comète Tushinshan Atlas qui passait récemment et je me suis fait un long temps de pause dessus, environ 2 minutes 30. Donc je poste la photo et la personne me dit « Ah, pas mal hein, la photo, bon on voit qu'il y avait du vent, hein, ça a bien bougé. Hein. » Bon, j'ai pas encore répondu parce que j'ai pas envie d'être méchant, mais il va falloir que je réponde en essayant avec diplomatie de faire comprendre que l'appareil est sur un très très gros trépied et que ça n'a pas bougé pendant 2 minutes, mais que c'est bel et bien la Terre qui a bougé pendant cet intervalle et que le trait que l'on voit n'est pas lié au mouvement de l'appareil mais au mouvement terrestre. Donc ça, voilà, la science comme aspiration, c'est aussi quelque chose d'énorme quand on peut faire des choses. Tout à fait, tout à fait. Et toi, dans toutes tes réalisations, qu'est-ce que tu essayes de transmettre? Est-ce qu'il y a un message en particulier que tu essayes de transmettre? Déjà, je pense qu'on est à une époque charnière. Donc, tout le travail que je peux faire sur les ports, c'est à la fois un travail de création par les visions, qu'un travail patrimonial par le livre ou par les posters photographiques que je peux faire. Parce que les ports sont en bord de mer, c'est plus un secret, la mer, elle monte, donc leur configuration, qu'on le veuille ou non, va changer. Il va y avoir des aménagements, certains vont disparaître, et ainsi de suite. Donc c'est dresser un état des lieux à un moment T donné. Et en ça, il y a un truc à la fois patrimonial et créatif, parce que les prendre de nuit comme ça, c'est un choix. Par exemple, là on voit actuellement les éclairages qui changent, on passe des lumières tungstène aux lumières LED. Donc déjà, moi par rapport à mes photos de 2005 que j'ai encore, on voit des très grosses différences, rien que dans l'éclairage. Les lieux changent, la mer monte, donc voilà, c'est un instantané. Je travaille sur un instantané de mon temps. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, pour faire de la photographie, ou du moins pour créer, eh bien, il faut avoir des diplômes ou des certifications
Est-ce que tu penses que c'est essentiel? Alors, je dirais simplement qu'il y a plusieurs niveaux dans la création. C'est-à-dire que pour se faire plaisir, créer, il n'y a pas besoin d'une formation ou quoi que ce soit. C'est d'ailleurs salutaire souvent d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer, parce que souvent ça vient de soi et puis ça enlève un poids. Parce qu'une fois qu'on l'a dans la tête, ce qu'on a envie de créer, ça ne nous quitte pas. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas besoin d'une formation à la base pour créer. Par contre, pour évoluer dans la création, je pense qu'il faut plonger dans les sujets, il faut avoir accès à un certain niveau de connaissance sur les différents sujets, de manière à acquérir de la technique. Parce que c'est pas quelque chose qu'on trouvera comme ça et il faut un encadrement pour expérimenter. Tu penses qu'aujourd'hui, par exemple, avec les formations sur YouTube ou tous ceux qui sont un peu autodidactes, est-ce que tu penses que c'est tout à fait faisable ou au contraire, est-ce que tu leur conseilles plutôt de se former Je pense qu'il y a des choses qui sont faisables, mais par exemple, le labo argentique notamment, enfin, les trucs de base, on peut les faire par soi-même, c'est pas très compliqué en soi, mais dès qu'on veut vraiment faire de l'argentique et en connaître les tenants et les aboutissants, si on veut, il vaut mieux s'offrir un encadrement un peu professionnel pour vraiment apprendre les trucs et astuces. Allez, j'en donne un de trucs et astuces tout con. Quand on fait du tirage argentique noir et blanc sur papier barité, on plonge le papier barité dans le révélateur après exposition. Il faut savoir que contrairement à un papier RC, donc un papier plastique, le papier barité est un papier en fibre. Et que quand on frotte le papier dans le révélateur, les endroits qu'on veut assombrir seront ceux où on doit frotter, parce que le papier réagira dans le révélateur avec la chaleur du corps. Donc, c'est pas mal de petits trucs comme ça aussi qu'on apprend un peu en manipulant avec des gens qui ont de l'expérience. Le risque aussi, en faisant dans l'autodidacte, c'est de se dégoûter des choses. Je sais pas si tu as entendu parler du cas de Boris Elgatsson en 2023 avec The Electrician. C'était une photographie qui a été faite à partir de IA. Je ne sais pas si tu l'as déjà vue, elle ressemble à deux jeunes femmes dans un style rétro. Je ne l'ai jamais vue, mais déjà on voit tout de suite sur les traits que ce n'est pas une réelle photographie. Eh bien, elle a remporté un concours, oui. Figure-toi. Et toi, qu'est-ce que tu penses des IA dans la photographie, dans l'art finalement, l'IA, quelle est sa place? Souvent on me dit que mes visions sont faites par IA. Alors ça déjà, c'est non. C'est fait par mes petites mimines et ça me prend 20 heures de travail. Et c'est justement une réaction à ça. Et d'ailleurs je lisais un article il n'y a pas plus tard que 2 jours qui disait que le cerveau humain est bien plus performant que l'IA. Donc l'IA, c'est un peu la boîte de Pandore. Là, tout ce qu'on voit, c'est le pire de ce que peut faire l'IA, alors que c'est un outil magnifique qui permet de créer des molécules de médicaments qu'on n'aurait jamais pu imaginer. S'en servir, la réduire à lui faire créer nos désirs de ce qu'on a dans nos têtes, et ne pas les réaliser avec nos mains et nos outils, je dirais à la limite, c'est une insulte pour l'IA. En même temps qu'on insulte l'art et en même temps qu'on insulte l'intelligence humaine. Donc pour toi, en fait, l'utilisation de l'IA, elle n'est pas du tout venue redéfinir la notion de photographie. Au contraire, en fait, elle n'en fait même pas partie. Non, ce ne sont pas des vraies images. Ce sont des images composites assemblées par des algorithmes. Après, oui, il y a le gars qui a fait le prompt derrière pour générer cette image. Mais au lieu de faire un prompt, qui se tape quelques années à maîtriser son crayon gris, ses pinceaux et ses machins, et que justement, ces idées, il les fasse, parce que quand il aura plus d'IA ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui va nous pondre un prompt sur un bloc-notes en nous disant « Regardez, c'est ça mon œuvre ». À la limite, ouais, le prompt sur le bloc-notes serait plus une œuvre en soi que l'œuvre faite par l'IA à partir de ce prompt. Ouais, pour moi, c'est oui. D'accord. Parce qu'il y a dans le prompt du bloc-notes, il y a la définition de la pensée. Comment penses-tu la place de la photographie dans le marché de l'art? Est-ce que tu penses qu'elle est suffisamment reconnue? Alors, notamment pour les photographes émergents. C'est compliqué. Alors pour les photographes émergents, il y a très peu de reconnaissance. On est dans le règne de l'internet roi.
à moins d'avoir été connu déjà. Il n'y a que en revendant avec de très fortes commissions pour les sites qu'on peut se faire un petit peu connaître, et encore. Donc non, j'en reviens vraiment à mon monde réel, où j'aime bien justement être dans le réel, dans le contact avec les gens, d'exposer une photo. Je prendrais une phrase qui m'a été citée, qui viendrait du président du club photo de Gouénard, qui disait une image, elle n'existe pas tant qu'elle n'a pas été imprimée. Mais c'est vrai, parce que c'est comme prendre une pellicule non développée, c'est une image latente tant qu'elle est dans l'ordinateur. Tant qu'on ne l'a pas sortie physiquement, ça n'existe pas. Tout ça, c'est du vent. Il suffit, d'ailleurs on voit actuellement pas mal d'aurores boréales, il suffirait d'une éruption solaire un petit peu plus forte que les autres pour faire griller quelques ordinateurs par-ci par-là. Donc on perdrait forcément des données, pas tout, mais forcément il y aurait des pertes. Donc voilà, l'aspect au réel, au toucher est très très important pour moi, et je pense qu'il faut justement proposer de plus en plus au public des choses, parce qu'ils sont demandeurs, au final ils sont demandeurs, ils sont contents. Quand il y a des expos, il y en a pas mal qui viennent me dire qu'ils sont contents, même s'ils ne m'achètent rien, mais parce que ça change leur quotidien. Et donc l'internet en fait a impersonnalisé l'art aussi, en le mettant dans une case aussi, une fois de plus en fait. Là, on le met dans des cases, et puis c'est un peu comme l'artiste à qui on ne tient pas rigueur de ses délits ou des choses comme ça, en disant « Oh, c'est un artiste, il a ses penchants. » Donc, on met dans des cases. Alors que l'art, il est partout, il est dans aucune des cases, il est partout. En tout cas, à mon sens. Concernant toute ta position avec le marché de l'art, ta volonté de plutôt vendre en ligne, de faire les choses toi-même, est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il vaut mieux être en marge du marché de l'art ? Comment penses-tu l'art en marge du marché de l'art ? Être en marge, c'est compliqué. J'aimerais bien en faire partie aussi, quelque part, parce que c'est sûr que dans le monde moderne, l'argent, c'est le nerf de la guerre, et faire partie du marché de l'art, c'est quand même gagner un petit peu plus que ce que je gagne actuellement avec ça. Soyons très honnêtes. Intégrer le marché de l'art, j'aimerais bien le faire un jour, peut-être, mais il faudrait déjà que mes œuvres intéressent quelqu'un, et si un jour je l'intègre, peut-être que ce jour-là on pourra dire de moi que je suis un artiste. Mais tant que je n'ai pas intégré ce marché, je ne peux pas je suis juste un créatif. Oui, d'accord. Je n'ose même pas démarcher une galerie, même si j'ai essayé de prendre mon courage à quatre mains il y a 6 mois de ça à Pont-Aven. Mais là, la douche a été très froide, puisque c'est en fait un petit monde extrêmement fermé où chacun a sa galerie à soi, et c'est un entre-soi qui refuse de s'ouvrir aux autres. D'accord. Moi, on m'a dit clairement, j'ai même jamais pu présenter une seule vision, j'ai jamais pu ouvrir mon book à Pont-Aven. Ah oui. Et aujourd'hui, si on souhaite te retrouver, est-ce que tu fais une exposition bientôt ? Est-ce que tu as des projets bientôt ? Alors, pour l'instant, il n'y a encore rien de défini. J'ai envoyé mes mails la semaine dernière, donc j'espère faire une expo incessamment sous peu. Mais oui, il y a des projets qui se font, puisque donc là, je suis en train de adapter des supports pour créer des expos dans n'importe quelle galerie. Très bien. Eh bien, merci Pierre pour tes réponses. Merci pour ta présence sur l'interview de Cénart sur le marché de l'art. J'ai une petite question de fin. Est-ce que tu pourrais nous donner un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait vivre de ses créations ? Faut se battre, voilà. Parce que moi je me bats encore, donc oui, il faut se battre. Et du coup, faut jamais... c'est compliqué parce que la création ne nous quitte jamais. Et faut surtout pas se laisser bouffer par une sorte de dépression qui fait que tu n'as plus envie de créer. Faut garder cette flamme de la création en soi et continuer en fait. Même, des fois j'ai des jugements très très durs envers moi-même sur mes créations. Des fois je dénigre mes propres créations, je déteste mes visions. Mais voilà. Je continue à créer parce qu'il y a cette flamme et par moments ça me procure un plaisir tel de créer que je le crée. Voilà. Très bien. Merci Pierrus. Merci à vous. Je rappelle pour ceux qui souhaitent découvrir la Bretagne sous un nouvel angle, qu'il y a le site Pierrus, brésographe,
Vous aurez le lien en description. Vous retrouverez toutes les photographies et le travail extraordinaire de Pierrus. Merci encore Pierre. Donc je me permets juste de préciser sur ce site, donc sur pierrus.fr, que les premières galeries sont déjà en ligne, mais qu'il va évoluer au fur et à mesure du temps et que la boutique n'est pas encore dispo. Voilà. Mais c'est à venir, j'espère. Oui, c'est au programme, oui. Très bien. Et merci chers auditeurs d'avoir écouté attentivement ce podcast et à très vite pour un nouvel épisode.